Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Un autre regard. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison et de commencer cette rentrée avec un thème qui nous concerne tous, directement ou indirectement, l'école. Mais bien sûr, comme toujours, nous allons l'aborder sous un angle un peu différent. Parce que la rentrée, ce n'est pas qu'un simple retour en classe, ce n'est pas seulement les cartables flambant neufs, les cahiers encore vierges et les plannings à réorganiser. Non, la rentrée, c'est avant tout un moment de transition, de renouveau, de rituel. Et qui dit rituel dit symbolique, dit aussi superstition et parfois hantise. Alors ce soir, je vous propose de voyager ensemble en 3 étapes. D'abord, nous allons plonger dans la symbolique de la rentrée, un cycle qui se ferme et un autre qui s'ouvre en écho avec de nombreux rituels spirituels à travers l'histoire. Ensuite, nous explorerons les superstitions et les petits rituels des étudiants, du porte-bonheur glissé dans la poche aux traditions plus anciennes qui encore aujourd'hui rassurent ceux qui doivent passer un examen. Enfin, nous basculerons dans une atmosphère plus sombre avec les histoires d'écoles et de pensionnats hantés, où les murs semblent parfois garder l'écho des générations passées. Alors ouvrez vos cahiers imaginaires, laissez vos stylos gratter les marges du mystère et prenez avec moi un autre regard. Retrouvez votre rendez-vous paranormal Un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Chaque mois de septembre, la même scène se répète. Les cours reprennent, les enfants retrouvent leurs camarades, les parents soupirent entre soulagement et nostalgie. Et même pour ceux qui ne vont plus à l'école, cette période garde tout de même une forte résonance. Pourquoi ? Parce que la rentrée scolaire est plus qu'un simple date administrative. C'est un rite de passage collectif. Déjà, dans l'Antiquité, le calendrier romain plaçait le mois de septembre sous le signe de Saturne, dieu du temps et des cycles. C'était une période de transition, celle où on se préparait à récolter les fruits de l'année. Or, la rentrée, n'est-ce pas justement cela ? Après la légèreté estivale, on entre dans une phase d'effort, d'apprentissage, de travail. On pourrait même dire que la rentrée, c'est notre équinoxe personnel, un moment d'équilibre entre ce qui a été vécu et ce qui reste à accomplir. Dans les traditions spirituelles, les passages importants sont toujours marqués par des rituels. Dans certaines cultures amérindiennes, l'entrée dans l'adolescence est ponctuée de cérémonies où l'on apprend les savoirs ancestraux. Dans l'Antiquité grecque, les mystères d'Éleusis marquaient la fin d'un cycle et la promesse d'un renouveau spirituel. Et même dans le christianisme, la rentrée scolaire était autrefois bénie par des prières afin de protéger les élèves et d'ouvrir symboliquement une nouvelle année de savoir et d'apprentissage. La rentrée peut donc être comparée à une initiation annuelle. Chaque élève franchit un seuil, monte une marche de plus sur l'échelle de l'apprentissage. Il y a cette image universelle de la page blanche. Un cahier neuf, c'est comme une vie qu'on réinvente. La magie des premiers mots inscrits, l'odeur des fournitures et de l'encre, tout cela résonne avec l'idée de purification. Dans les traditions païennes, avant de commencer un cycle magique, on efface, on purifie, on nettoie. La rentrée, c'est exactement cela. On efface l'ardoise pour recommencer à écrire son histoire. Et comme tout passage important, cette transition est chargée d'émotions, mais aussi parfois de crainte. Et qui dit crainte dit souvent superstition. Les superstitions étudiantes, on en rit parfois, mais elles sont universelles. Parce qu'au moment de passer un examen face à l'inconnu, chacun cherche une façon d'attirer la chance.
En France, beaucoup d'élèves gardent un stylo porte-bonheur, parfois le même depuis le collège. Certains ont des rituels précis, écrire une petite phrase au début de la copie, s'habiller d'une telle manière ou encore poser la trousse d'une façon identique à chaque épreuve. Dans d'autres pays, ces rituels prennent des formes assez étonnantes. Alors, par exemple, au Japon, dans les temples shintoïstes vendent des omamori, de petites amulettes spécialement dédiées à la réussite scolaire. Elles sont offertes par les familles aux enfants avant les grands examens. En Corée, il existe une croyance amusante. Ne pas manger de plats glissants avant un examen, comme les nouilles, de peur que le savoir ne s'échappe. À l'inverse, on recommande des aliments collants, comme le riz gluant qui est censé faire coller les faits à la mémoire. Dans les pays latins, certains étudiants portent des talismans transmis par leurs grands-parents, souvent associés à la protection contre le mauvais œil. Alors, ces gestes anodins ont pourtant une force, car au-delà de la croyance, ils servent quand même à canaliser l'angoisse. C'est le principe d'un rituel psychologique. On donne à l'esprit un cadre rassurant, une impression de contrôle dans une situation incertaine. Les sportifs font la même chose. Certains footballeurs mettent toujours la même chaussette en premier, d'autres touchent le sol avant d'entrer sur le terrain, certains golfeurs utilisent toujours la même balle ou portent la même paire de chaussettes. Les étudiants, eux, touchent leurs amulettes et surfeurs leur stylo fétiche. Alors ces superstitions, elles existent, on l'a dit tout à l'heure, depuis des siècles. Déjà au Moyen-Âge, les étudiants en théologie d'Oxford récitaient des prières à Saint Joseph de Cupertino, qui est le saint patron des examens difficiles, qui lui-même était réputé avoir passé avec succès un examen oral par un miracle divin. Alors, mais si certains cherchent protection dans des gestes rassurants, d'autres lieux scolaires semblent, on va dire, chargés d'énergie, quelquefois bien plus inquiétante. Alors, avant d'entamer cela, je vous propose de faire une petite pause. Avec un morceau musical, je vous propose Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, depuis toujours, les écoles, je le disais tout à l'heure, sont le théâtre des récits de fantômes. Peut-être parce qu'elles concernent des souvenirs intenses, des rires bien sûr, des pleurs, la discipline et parfois même des drames et des traumatismes. Alors en France, certains anciens pensionnats ont une réputation assez étrange. On raconte qu'au lycée de Montmorency, des élèves auraient aperçu des silhouettes dans les couloirs, alors que l'établissement était désert. Des professeurs parlent de salles où la température chute brutalement, comme si une présence invisible les observait. Et on peut citer d'autres exemples. Alors, un des cas les plus documentés depuis les années 1950 sont des phénomènes étranges rapportés à la Pocatello High School, donc ça c'est dans l'Idaho aux États-Unis. Alors on rapporte des voix, des présences et même des enregistrements de PVE, donc ce qu'on appelle des phénomènes de voix électroniques, assez surprenants. En 2014, les caméras de surveillance ont capturé une apparition dans un couloir, accompagnée de perturbations électriques anormales. Et en 2019, c'est l'émission Ghost Hunters qui a mené une enquête sur place. Ils notaient des baisses de tension inexplicables et ils avaient pu enregistrer plusieurs voix électroniques, donc dans les fameux EVP ou PVE, suivant si vous le prenez à l'anglaise ou à la française. Mais les autres régions d'Amérique ne sont pas en reste, puisque dans l'Illinois, c'est The Old Milton Elementary School qui est du coup supposé hantée. Il y a un sombre passé qui marque cette école qui est aujourd'hui désinfectée. Donc dans les années 1930, un employé aurait tué un élève s'appelant Mary qui se serait ensuite suicidé dans les locaux. Eh bien, des témoins d'aujourd'hui parlent de silhouettes, de bruits inexplicables et de sensations fortes. Le site a même été le cadre d'une enquête des Ghost Hunters, là aussi en 2010. Et puis à l'autre bout du monde, si on prend Nouvelle-Zélande,
Il y a une situation qui est particulièrement troublante avec le Turakina Maori Girls College. Donc en 2015, 2 élèves pensionnaires ont fui l'établissement, affirmant avoir été menacés par l'apparition d'un homme en cape noire. Le personnel, bien sûr, a d'abord nié l'existence de ce phénomène. Un ancien élève a relaté qu'une tasse se déplaçait seule et une apparition aurait été vue dans les escaliers, incitant les autorités à faire appel à un prêtre pour bénir les lieux. L'école a fermé en 2016 pour des raisons financières, mais les histoires de fantômes y restent vivaces. Et puis, quand on pense au pensionnat, on pense bien sûr à l'Angleterre, qui est un fleuron de bon nombre d'écoles privées, au pensionnat Broadstairs. Donc, c'est un pensionnat qui a littéralement inspiré un écrivain, donc l'auteur Dennis Whitley. Et lui, il était élève de ce pensionnat dans le Kent. Il aurait vu un visage enflé et blême dans l'établissement. Il avait d'abord confondu avec un cambrioleur avant de découvrir qu'il s'agissait, selon la légende, d'un élémental qui avait été invoqué par accident. En Afrique du Sud, c'est St. Catherine's School à Jamestown qui, du coup, est réputée hantée. Donc en 72, il y a un concierge qui aurait été poursuivi dans le hall par un spectre gris aux yeux rouges qui était en train de hanter tranquillement l'école. En 77, les témoins évoquent systématiquement une silhouette encapuchonnée dans plusieurs lieux du bâtiment, la chapelle, le sous-sol, les salles de classe. Ce fantôme a été surnommé Patrick, du nom d'une des maisons de l'école. Si on retourne du côté de l'Asie, on a la SKM Pengalan Chempa, donc qui est une école en Malaisie. Donc c'est un cas qui a été repris par la BBC en 2016. Plus d'une centaine de personnes ont signalé des apparitions spectrales et des phénomènes hallucinatoires dans cette école. Certains ont raconté avoir ressenti des entités tentant de posséder des élèves ou de les désorienter. Alors, face à ces témoignages massifs, l'école a été temporairement fermée et des exorcistes ont été appelés. Alors ça, vous me direz, c'est au bout du monde, mais en France, en France, on a le lycée Henri IV à Paris, qui est un lycée assez sélect. Plusieurs témoignages d'anciens élèves évoquent des bruits étranges dans les couloirs et surtout dans les caves médiévales. C'est l'ancienne partie du couvent Sainte-Geneviève. Il y a des associations de passionnés d'histoire urbaine qui y rapportent des ombres et des sensations de présence intenses. Plus près de nous, on a l'ancien internat du Prytanée militaire de la Flèche. Donc là, on est dans la Sarthe. C'est un lieu, bien sûr, chargé d'histoire. C'est un ancien collège jésuite fondé par Henri IV, où certains élèves racontent avoir entendu des pas, des chuchotements ou vu des silhouettes dans les dortoirs. Alors, des légendes locales évoquent des revenants liés justement à ces anciens prêtres jésuites. À Paris, on a aussi le lycée Chaptal. Donc, dans les années 80, là, il y a des rumeurs qui couraient, qui étaient persistantes d'apparitions dans certaines salles qui étaient désaffectées du bâtiment. Le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine, donc certains élèves rapportent des bruits ou des ressentis étranges en soirée d'études. C'est des faits qui sont souvent relayés dans des forums d'anciens élèves. Le lycée Montaigne à Paris n'est pas au reste non plus. Là, on a des rumeurs de phénomènes étranges qui seraient liés à l'ancien couvent qui était construit sur le site. Le lycée Saint-Charles de Marseille, on a plusieurs témoignages d'enseignants et d'élèves qui parlent de bruits de pas et d'apparitions. Et puis, on a l'école de beaux-arts de Nantes. Donc, lui fait dans l'ancien couvent des Visitandines avant son déménagement. Donc là, on a des rapports de bruit, de portes qui claquent et des récits d'apparitions de religieuses dans les couloirs. Et le média en ligne Kita, qui est un spécialiste vidéo, a publié une vidéo racontant qu'une équipe nommée Lille Recherche Paranormale a enquêté dans une école de la région lilloise après des témoignages évoquant des cris d'enfants et des bruits de pas depuis plus de 40 ans. Et si vous avez envie de voir à quoi ressemble l'atmosphère d'un pensionnat abandonné hanté, je vous propose nos fameux chasseurs de fantômes français, l'équipe RIP, dans leur 4e saison, épisode 11, qui s'appelle L'ancien pensionnat. Vous plongerez dans une enquête oppressante au cœur d'un ancien pensionnat isolé en pleine campagne. Alors, ce lieu qui est chargé d'histoire et de souffrance, puisqu'il a successivement accueilli des enfants atteints de tuberculose dans le préventarium, mais aussi des orphelins déportés pendant la guerre, avant de devenir un internat où le pire serait arrivé. Alors désormais abandonné, il est enveloppé dans le silence, il serait hanté, selon des témoignages anonymes d'anciens pensionnaires, par des bruits mystérieux, des ressentis étranges
et des secrets certainement qui ont été trop longtemps tus. RIP est resté là-bas pendant 72 heures. Ils ont mené une investigation nocturne. Ils ont confronté l'histoire du lieu aux phénomènes inexpliqués. Et il faut bien dire qu'on reste un petit peu accroché parce que l'atmosphère y est particulièrement troublante. C'est un peu un voyage hors du temps où le passé et le présent se chevauchent. Alors ça, vous pouvez le trouver, il passe régulièrement sur la chaîne Planète Plus AEI, mais vous pouvez également tout certainement le trouver sur YouTube pour ceux qui ont envie de se faire une petite idée. Alors là, on a trouvé plein d'exemples d'écoles hantées ou de pensionnats hantés, mais il y en a encore, il y en a 10 000. Alors, mais pourquoi est-ce qu'effectivement les écoles attirent autant les hantises ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fantômes ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affaires qui touchent des écoles, des orphelinats, des pensionnats ? Eh bien, avant de répondre à cette question, je vous propose une petite pause musicale. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que les écoles attirent les hantises, selon les témoignages concrets ? Eh bien d'abord parce que c'est un lieu de mémoire collective. Des générations d'élèves et d'enseignants ont traversé ces lieux, parfois chargés d'émotions fortes, de stress, de souffrance ou à l'inverse de joie, comme des empreintes invisibles. Ensuite, parce qu'elles concentrent des émotions qui sont fortes, la peur, l'excitation, la solitude, parfois l'humiliation. Autant d'énergie qui, selon certaines croyances, imprègnent littéralement les murs. Ce sont également des lieux d'histoire tragiques. Incendies, maladies, accidents, guerres, certaines écoles ont connu de véritables drames collectifs. Souvent à la campagne, à l'écart ces internats en fait, sont propices aux récits d'apparitions, puisqu'effectivement il y a un effet psychologique un petit peu d'isolement. Tellement l'architecture ancienne et l'atmosphère qui y font beaucoup. Ce sont des bâtiments qui sont souvent vieillissants. Les couloirs vides et les dortoirs à l'écho donnent parfois l'impression du vivant, dans ce qui ne l'est plus. C'est-à-dire que le moindre bruit réverbère et on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Et puis généralement, effectivement, ils sont un peu en décrépitude, donc vous avez là un côté un petit peu glauque avec la peinture qui s'effrite, les portes qui ferment mal, les vitres cassées. Ça donne une petite, effectivement, atmosphère un petit peu glauque. Il y a certainement un facteur folklore scolaire, c'est-à-dire que chaque établissement, via ses histoires locales qui ont été transmises oralement, embellit ou entretient le mythe, qu'il soit fondé d'ailleurs ou pas. Pourquoi est-ce que les écoles seraient-ils si souvent liées aux fantômes ? Eh bien, il y a des hypothèses dans le monde paranormal qui circulent. Alors, ces lieux sont très particuliers, ils sont souvent anciens, habités par des centaines d'élèves au fil du temps. Ils deviennent des vrais réceptacles de mémoire, de charges émotionnelles et parfois de drames, comme vous voyez tout à l'heure. Alors, voici les principales pistes qu'on retrouve chez les enquêteurs, les chercheurs en parapsychologie ou dans le folklore qui nous expliqueraient ce lien entre fantômes et école. Alors déjà, il y a l'hypothèse de la mémoire résiduelle. Alors le principe, c'est que le lieu, il enregistre les émotions fortes, donc les peurs, la douleur, la joie, l'humiliation, les morts tragiques, et ces énergies se rejoueraient comme un film ou comme une bande magnétique à certains moments. On dit que certains matériaux sont absorbants, comme le pierre, la bois, la brique, surtout anciens, elles sont considérées comme des supports qui emmagasineraient cette énergie émotionnelle. Si on voit un exemple, une scène de violence dans un dortoir qui serait répétée des dizaines de fois, laisserait, si vous voulez, une genre d'empreinte. Les émotions intenses seraient comme des ondes qui imprègnent l'environnement. Plus elles sont fortes, plus elles auraient de chances de marquer le lieu. Alors, ces enregistrements se manifesteraient parfois suite à des conditions précises qu'on appelle avec des déclencheurs. Donc ça pourrait être lié à la météo, l'orage, l'humidité, au cycle lunaire, à la présence d'individus sensibles, mais aussi, pourquoi pas, à des dates anniversaires, par exemple. Alors, comment se manifeste la mémoire des murs ? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas des fantômes qui sont conscients, mais plutôt des scènes figées qui se rejouent. Alors là, c'est plutôt ce qu'on a en manifestation typique. On a les bruits de pas, les rires d'enfants, des cours entendus dans des classes vides, des scènes figées, des portes qui claquent, des choses comme ça.
Et quand on a une apparition en général qui ne réagit pas au vivant. C'est-à-dire, elle est toujours dans le même train-train, la boucle se diffuse. Quand on est arrivé au bout, ça se termine, pouf, disparition, il ne se passe plus rien. Et la scène se rejoue comme ça de temps en temps, à l'infini. Alors, il pourrait également avoir des esprits de défunts. Donc, l'idée centrale, c'est que certains enfants, des enseignants ou des religieux n'auraient pas quitté le lieu après leur mort. Alors, soit par attachement, soit parce qu'ils seraient coincés. Alors, les raisons possibles, pourquoi est-ce qu'ils seraient coincés? Alors déjà, ça peut être du fait de leur mort, qui pourrait être brutale. Donc là, on parle d'accidents, d'épidémies, d'incendies, de maltraitance. Ça peut être aussi un sentiment d'injustice ou d'inachevé. Il a encore des choses à faire, ou il avait planqué quelque chose, il avait, voilà. Une mauvaise compréhension du décès, c'est-à-dire que le défunt n'a pas compris qu'il était décédé, parce que c'était voilà, trop rapide, trop brutal. Il est un peu en déni, si vous voulez. Il y a certainement la peur de passer de l'autre côté, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et ou ça peut être aussi également un refus de quitter les vivants, parce qu'on n'a pas envie de laisser sa famille tout seul. Et puis, si on reste sur place, c'est certainement qu'on a un lien affectif fort avec le lieu. Un pensionnat peut un peu devenir comme une genre de maison. C'est effectivement ce qu'on y passe un bon nombre d'années. Alors, les signes de la présence d'un défunt, on va dire conscient, alors c'est des interactions qui sont plus directes. Il y a un dialogue dans les séances de TCI, donc de transcommunication instrumentale, dans les enregistrements. C'est-à-dire les enregistrements répondent à des questions. On a des silhouettes qui semblent conscientes. Donc, on parle par exemple de regards échangés. Il y a une réaction aux enquêteurs. Par exemple, quand on leur demande s'ils veulent qu'on parte, ils peuvent claquer les portes, par exemple. La troisième piste, ce serait la piste du poltergeist, qui est liée aux adolescents. Donc, c'est une théorie qui est psychokinétique. Alors, l'énergie psychique, souvent inconsciente de certains adolescents en crise émotionnelle, pourrait provoquer des phénomènes, comme des mouvements d'objets, des coups, des bruits. Alors, pourquoi les écoles et les pensionnats? Parce qu'il y a une concentration d'adolescents pleine puberté, et c'est donc un terrain fertile pour avoir des embrouilles et pour effectivement avoir du mal on va dire, à stabiliser ses émotions. En phénomène typique, on peut avoir des objets qui se déplacent sans cause apparente, des craquements, des portes qui claquent, mais sans réel fantôme, si on peut dire, visible. Alors, c'est une hypothèse qui est très étudiée dans le cas moderne de phénomènes scolaires. Une quatrième hypothèse qu'on a pu évoquer, ce sont des failles spatio-temporelles. C'est une hypothèse qui est plus rare et un peu plus ésotérique. C'est-à-dire certains bâtiments anciens pourraient être situés dans des points énergétiques. Alors là, on pense à des croisements telluriques, à des lignes de lait. Alors dans ce cas-là, les élèves ou les visiteurs auraient accès à des visions du passé. Un peu comme si les murs, finalement, s'ouvraient sur un autre temps de temps en temps. Alors, certains témoignages de cours donnés par des professeurs disparus depuis des décennies sont parfois interprétés ainsi. Il y a également, cinquièmement, une hypothèse psychologique et sociologique. Déjà, il y a le pouvoir de l'autosuggestion. Le cadre, je rappelle, les internats sont souvent isolés, des anciens dortoirs, dans une ambiance qui est un petit peu gothique. C'est un peu sombre, on est seul sans les parents, nourrit réellement l'imaginaire. Et puis, il y a toutes ces histoires, et il y a également toutes ces histoires qui circulent. Les légendes urbaines entre élèves amplifient les perceptions. Et il y a également un stress collectif. Les nuits en groupe, la peur, les privations, les phénomènes sont vécus comme paranormaux alors qu'ils relèvent tout simplement de la psyché. Et en sixièmement, on peut citer également, donc si ce n'est pas du résiduel, si ce n'est pas un défunt, ça pourrait être un genre de mixte, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Donc là, on est sur un concept plus ésotérique. On dit que l'accumulation de pensées et d'émotions collectives finit par former une entité autonome. Donc, dans un lieu chargé émotionnellement, alors ça marche d'ailleurs pas que pour les écoles, dans les internats, les hôpitaux, les prisons, l'accumulation d'énergie psychique pourrait donner naissance à une entité collective réelle. Alors, cette entité, au départ, c'est une simple résonance, elle finirait par s'animer et réagir. Donc, par exemple, dans un pensionnat, les peurs des élèves répétées sur des générations pourraient avoir créé une présence qui prend vie et qui est menaçante. Alors, ce type d'égrégore, un petit peu, si vous voulez, de construction mentale, expliquerait pourquoi certains lieux semblent hantés, même sans événements dramatiques identifiés. Le fait que des générations d'élèves aient pensé que ce lieu était hanté et pensé qu'il y ait un fantôme menaçant, un monstre qui rôde
dans la chaufferie ferait effectivement que cette chose prendrait vie. Alors au final, les écoles et les pensionnats sont un terrain où toutes ces hypothèses peuvent s'entrecroiser. Certains phénomènes, bien sûr, sont purement psychologiques, d'autres relèvent du résiduel énergétique, et dans certains cas plus rares, ça pourrait être attribué à des esprits conscients, ou même à des égrégores collectifs. Alors, je vous propose une dernière pause musicale avec Chelsea Wolfe, Feral Love. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors ce soir, nous avons exploré la rentrée sous 3 angles bien différents. D'abord comme un rituel de renouveau, une initiation collective qui marque un nouveau cycle. Ensuite, comme un terrain fertile pour nos superstitions et des petits rites rassurants, comme ces gestes parfois anodins mais chargés de sens. Enfin, comme le décor des récits bien plus sombres. Ceux des écoles et pensionnats hantés où les murs semblent parfois garder la mémoire de ceux qui sont passés avant nous. La rentrée, finalement, est un moment ambivalent. Elle est faite d'espoir et d'enthousiasme, mais aussi de peur et de mystère. Ce que vous allez vivre maintenant n'est pas une simple histoire racontée, mais une expérience, une immersion sonore. Fermez les yeux, laissez-vous porter par ma voix et mes instructions et par les sons qui vont vous entourer. Oubliez la pièce où vous êtes, oubliez le temps qui passe. Imaginez que vous franchissez réellement les portes d'un pensionnat abandonné, que chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent vous parvient directement comme les explorateurs. Vous ressentez le froid qui traverse les murs, l'humidité qui imprègne les couloirs, les ombres qui glissent à la lueur de la lune. Vous allez parcourir ce lieu, pièce par pièce, comme si vous y étiez. Peut-être que parfois vous douterez. Est-ce seulement un bruit du bâtiment ou bien autre chose? Restez attentifs, respirez et maintenant, préparez-vous à entrer dans ce pensionnat hanté. Bonsoir, vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Nous franchissons ensemble la grille rouillée de ce pensionnat oublié. Elle grince avec un hurlement métallique, si fort que l'on pourrait croire qu'elle avertit les murs endormis de notre arrivée. Le jardin, ou plutôt ce qu'il en reste, n'est qu'un entrechevêtrement de ronces et de hautes herbes.
Le sol craque sous nos pas. La lune, ce soir, éclaire tout d'une lumière blanche qui se faufile entre les nuages et projette des ombres déformées. Approchons de l'entrée principale. La porte de bois est gonflée par l'humidité, sa peinture écaillée pend en lambeaux, et pourtant, elle s'entr'ouvrit d'un simple effleurement, comme si elle nous attendait. La première bouffée d'air est suffocante, odeur de moisissure, de bois pourri, de papiers jaunis abandonnés. La poussière, soulevée par notre intrusion, pique la gorge et les yeux. Déjà, un frisson vous parcourt, pas seulement à cause du froid qui saisit vos bras, mais à cause de cette impression de ne pas être seul. Regardez ces couloirs, les carreaux du carrelage sont fissurés, certains manquent et l'humidité a dessiné de longues veines noires sur les murs. La peinture s'effrite par plaques, tombant comme les écailles mortes au sol. Et par les fenêtres cassées, la lune entre et projette de longs traits argentés. Parfois, ces rayons semblent bouger, onduler, comme des silhouettes qui se glisseraient dans les couloirs. Vos yeux hésitent. Est-ce seulement un jeu de lumière ou bien quelqu'un qui vous observe? Avançons. Le hall d'accueil s'ouvre devant vous. Un vieux bureau renversé, des papiers éparpillés, des cahiers aux couvertures rongées par l'humidité. Sur le mur, le tableau d'affichage est encore là, couvert de feuilles jaunies, toutes racornies, dont l'écriture est à peine lisible. Une odeur de renfermé, presque de brûlé, vous prend à la gorge. Votre estomac se serre, un léger haut-le-cœur vous envahit. Vous devez inspirer profondément avant de continuer. Vous avancez dans un couloir interminable. Les murs étroits amplifient chaque bruit. Une odeur étrange se mêle à l'air, mélange de craie, de papier moisi et de poussière humide. Sur la gauche, un escalier monte vers les dortoirs. Mais avant, visitons le réfectoire. Ici, le temps s'est arrêté. Les tables sont encore alignées, bancales, rongées par l'humidité. Des assiettes ébréchées traînent au sol, comme si les enfants avaient fui lors du repas. Regardez au plafond, de larges taches noires, traces d'infiltration, s'élargissent comme des toiles d'araignée. Une fenêtre brisée laisse entrer la lune, découpant les bancs en nombres difformes qui ressemblent à des silhouettes accroupies. Vous frissonnez. Est-ce un bruit derrière vous? Peut-être un rat, peut-être pas. Sortons du réfectoire. Nous prenons le couloir principal, long, interminable. La lune s'invite par les vitres brisées, projetant des éclats de lumière au sol. Parfois, un mouvement rapide accroche votre regard. Vous êtes persuadé qu'une ombre vient de bouger et de traverser. Mais lorsque vous tournez la tête, il n'y a rien. Et pourtant, les poils de vos bras se hérissent, comme si quelque chose avait réellement glissé jusqu'à côté de vous. Nous montons maintenant l'escalier. Le bois proteste à chaque pas, prêt à céder sous notre poids. En haut, le couloir des dortoirs s'étire, lugubre. Le froid y est encore plus vif. L'air est si glacé que vos doigts tremblent, que votre souffle se transforme en petites buées. Poussons une porte. Un dortoir, des rangées de lits de fer, rouillés, à moitié renversés, rangées interminables de lits métalliques, tous identiques, alignés comme des bons petits soldats. Les rideaux déchirés qui claquent au vent. Les draps sont jaunis, tachés, certains pendouillent encore, froissés, comme si des enfants venaient à peine de quitter leur lit.
Les matelas éventrés laissent sortir une bourre jaunie et moisie. L'odeur est infecte, vous donne presque la nausée. Sur certains lits, les draps sont encore là, collés par l'humidité. On croirait voir des corps allongés sous ces toiles blanches. Mais non, ce n'est qu'une illusion. Enfin, peut-être. Juste là, tout près, une respiration. Vous tendez la main, le lit est vide, mais le matelas reste bizarrement creusé. Les lits s'agitent, claquent, tremblent autour de vous. Quelque chose veut que vous sachiez que les enfants ne sont jamais vraiment partis. La lune éclaire à travers la vitre cassée. Pourtant, regardez, cette autre ombre là-bas ne bouge pas. Elle reste immobile, debout au fond du dortoir. Mais lorsque vous clignez des yeux, elle disparaît. Votre cœur s'emballe. Nous continuons dans le couloir. Un froid glacial vous saisit soudainement, comme une main invisible serrant votre nuque. Vous sentez vos jambes trembler, vos oreilles bourdonnent, une désorientation étrange vous prend, comme si le couloir s'étirait à l'infini et comme si votre pied n'était pas sûr. Arrêtons-nous un instant. Écoutez. Avez-vous entendu ? Vous voilà enfermé dans le bureau du directeur. Les étagères ploient sous le poids des registres, les tiroirs cliquent, s'ouvrent tout seuls, les papiers s'envolent, tourbillonnent autour de vous. Sur le bureau, un registre approché. Des centaines de noms inscrits à l'encre noire, mais plus vous tournez les pages, plus les lettres deviennent illisibles, griffonnées, nerveuses. La dernière page, elle, est différente. Votre prénom y figure déjà, inscrit à l'encre fraîche, comme si quelqu'un vous attendait. Alors ne traînons pas ici. Vite. Partez. Recherchons dans un autre couloir, repoussons une autre porte. Voici la chapelle. L'air est glacé, chargé d'encens rance. Les bancs sont poussiéreux, certains renversés. L'autel se dresse encore, fissuré, penché. Les vitraux, eux, sont brisés et jettent sur les murs des reflets rouges, verts, bleus, qui dansent comme des flammes sous les rayons lunaires. Des prières s'élèvent toutes seules, invisibles, vous entendez comme des murmures. Et soudain, l'air devient plus lourd, plus sombre, comme si une masse invisible, quelque chose s'approchait. Le crucifix vient de tomber. Est-ce un signe ou un avertissement ? Alors allons vite dans la salle de classe. Nous réfugiés. Les portes des salles de classe sont entrouvertes. Poussez celle-ci. Ici, le tableau noir est encore couvert de craies effacées. Une phrase à moitié lisible. Silence. Ou est-ce souviens-toi ? Impossible de dire. Les pupitres sont encore là, certains renversés, d'autres alignés comme si les élèves allaient revenir d'un instant à l'autre. Vous sentez cette odeur de craie humide, mêlée à celle du bois moisi. Un frisson parcourt votre échine et soudain, le tableau vient de s'écrire tout seul. Vos jambes voudraient courir, mais vous êtes figé, paralysé par une peur sourde. Les pupitres bougent, les chaises grincent, on dirait que les élèves invisibles reprennent leur place, qu'une leçon commence là, devant vous. Et dans le silence, un murmure, une voix grave, autoritaire, comme celle d'un maître. Nous ressortons précipitamment, prenons le premier couloir et descendons l'escalier en vitesse. L'air se fait encore plus lourd. Vos pas résonnent, chaque craquement de bois devient un sursaut. Vous ne savez plus si ce sont vos bruits ou ceux des présences qui sont derrière vous. Vous avez l'impression qu'on vous poursuit. Ah, heureusement, la sortie est en vue, la grande porte béante. Vous accélérez, le froid devient presque insupportable. Une ombre traverse le hall devant vous, rapide, impossible à décrire, juste un mouvement.
Un souffle vous frôle l'oreille. Courez plus vite. Derrière vous, les rires s'élèvent, se multiplient. Les cris d'enfants résonnent dans tout le couloir. Les portes claquent une à une, comme si elles tentaient, quelque part, de vous retenir. Vous poussez la porte de toutes vos forces et la nuit fraîche vous enveloppe enfin. La lune éclaire à nouveau le jardin en ruine. Vous respirez l'air libre, le cœur battant à tout rompre, mais vous savez que ce pensionnat, même désert, ne dort vraiment jamais. Vous êtes maintenant dehors, vous avez survécu, mais les murmures, les rires continuent de vous suivre dans votre esprit. Et alors que vous reprenez votre souffle, une voix douce, enfantine, se penche tout près de votre oreille. À bientôt. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors en ce début d'année scolaire, peut-être pourriez-vous, vous aussi, inventer votre petit rituel de rentrée. Une manière de donner du sens à ce passage, de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et n'oubliez pas, certains couloirs, une fois la cloche sonnée, à la nuit tombée, continuent parfois de résonner de pas invisibles. C'était le premier numéro d'Un autre regard. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette émission de rentrée. Si vous aussi, vous avez fait des superstitions... Si vous aussi, vous avez des superstitions d'écoliers, des histoires étranges de pensionnat ou des souvenirs d'école hantée, n'hésitez pas à me les partager. Vos témoignages enrichissent toujours cette aventure commune. Alors, au programme de la prochaine émission d'Un autre regard, ça sera le 23 septembre, 21h. Et si certains lieux n'étaient pas placés là par hasard, des lignes invisibles traversent la Terre. Elles relient les sites sacrés, les mégalithes, les cathédrales. On les appelle les lignes de lait. Alors, au cœur de cette énigme énergétique et spirituelle, un lieu attire toutes les fascinations, le Mont Saint-Michel, sanctuaire de pierre dressée entre ciel et mer, porteur de légendes et de secrets millénaires. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux, restez ouverts. Gardez toujours un autre regard. Et bien sûr, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.